Les dessous de l'immobilier en Estrie. Une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Les dessous de l'immobilier en Estrie au 1077 Estrie. Voici Jean-François Bérubé et ses collaborateurs. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir M. Denis Dussault, directeur de compte chez Desjardins, M. Alexandre Carboni, auteur du livre Amuse-toi. Et sans plus tarder, nous allons débuter l'émission avec Mme Josée Filion, professionnelle en homestaging, propriétaire de la compagnie Zest. Comment ça va, Josée? Ça va bien, merci. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, tu m'as posé beaucoup de questions, un peu nerveuses, mais ça va bien aller. Écoute, aujourd'hui, là, je veux qu'on parle d'un sujet que tu maîtrises à la perfection, le homestaging. Oui. Souvent, les gens peuvent dire décoration, décoratrice, homestaging, c'est deux choses totalement différentes, hein? Absolument. Oui, hein? Oui. Tu vois, en fait, qu'est-ce que tu pourrais nommer, en fait, comme différence dans les deux professions? En fait, quand on fait du homestaging, on n'est pas là pour décorer la maison au goût des propriétaires ou aux tendances de la mode en design. On est là pour préparer la maison pour qu'elle plaise au plus de gens possible. Donc, on neutralise le décor. On la décore au goût du marché de l'immobilier. Demain matin, moi, là, je t'appelle, Josée, là, j'envisage vendre ma propriété. Oui. Je t'appelle, puis là, qu'est-ce que je dois faire pour préparer ma maison avant ta visite? Absolument rien. Absolument rien? Oui, moi, écoute, je viens chez toi, on fait le tour de chacune des pièces. Tu n'as pas besoin de faire le ménage, tu n'as pas besoin de rien bouger. Si tu es déjà dans le processus de repeindre, tu peux continuer. Moi, je suis capable de voir au-delà de tout ça. Est-ce que tu dois t'ajuster au comportement du client ou si tu demeures quand même assez ferme sur ta position professionnelle de dire « voici ce qu'on devrait faire ». Non, je ne force personne à faire du homestaging, mais dans le fond, mon travail, c'est de convaincre les gens que ça vaut la peine de faire du homestaging. Oui. Et par expérience, on le voit que ça vaut la peine. Tu es d'accord avec moi? Moi, Josée, je vais te dire une chose. Dans notre domaine, dans le domaine du courtage immobilier, la préparation d'une maison, c'est primordial. Même lorsqu'on est dans un marché où la demande est plus forte que l'offre, ça va faire en sorte que les gens vont bien se sentir. Je pense que c'est ça l'objectif, c'est que les gens se sentent chez eux alors qu'ils sont dans la maison de quelqu'un d'autre. C'est un peu ça l'objectif recherché. Oui, puis on sait que le coup de cœur en entrant dans une maison, ça se fait rapidement. Oui, quelques secondes. Donc, la première impression est cruciale. Oui. Et quand je parlais de neutraliser le décor, c'est qu'en rentrant, s'il y a un coup de cœur pour la propriété, c'est qu'ils sont capables de se projeter tout de suite dans la maison. Oui. Ils me voient vivre ici. Est-ce qu'on parle des odeurs? Oui. Oui, hein? C'est important. C'est important. Qu'est-ce qu'on recommande aux gens au niveau des odeurs? Bien, il faut éliminer les mauvaises odeurs. Oui. Donc, les litières de chat, j'avertis les gens de ne pas faire de friture la veille des visites. Poisson. Pas de poisson, pas de friture qui sent fort. La cigarette. Oui. On n'en voit plus beaucoup de maisons avec des odeurs de cigarette. C'est devenu rare, hein? De temps en temps, on en a une. Oui. Oui. Et c'est difficile de se débarrasser d'une odeur de cigarette. C'est délicat aussi de dire aux gens d'arrêter de fumer dans leur propre maison. J'ai pas le choix de faire. Mais je le fais pas tout de suite en arrivant. Je le fais à la fin de la rencontre parce que je suis là une couple d'heures et on a le temps de développer une relation client. Tu comprends? Oui. Et à la fin, souvent, je vais clore avec ça. Je vais leur dire que tout de suite en arrivant, c'est la première chose que j'ai ressentie, c'est l'odeur. C'est intéressant parce que, évidemment, nous, lorsque les gens nous appellent pour vendre leur propriété, on est aussi, on arrive dans la maison, on a une impression totalement différente souvent des gens qui occupent la maison. Oui. Puis en réalité, ils nous mandatent pour avoir une opinion objective et externe. Mm-hmm. Évidemment, on doit apprendre aussi un peu le comportement des clients dans le but de le respecter. Là, je parle de clients, c'est les gens qui souhaitent vendre leur propriété. Moi, ce que j'apprécie d'avoir quelqu'un d'externe qui fait du homestaging, c'est qu'à l'occasion, pour nous, d'amener certains commentaires constructifs sur la maison, je me suis déjà fait dire, j'ai un doute que tu aimes ma propriété. Ça devient... La ligne est mince, hein? La ligne est mince entre... C'est une danse. C'est une danse. J'aime ça. C'est une danse. Parce qu'on est quand même dans la propriété, dans l'intimité des gens. Oui. Est-ce que tu pourrais dire souvent qu'on va... moi, ce que j'aime dire parfois, c'est, tu sais, on arrive dans la cuisine, là, on a le grille-pain,
On a tous les équipements, là, dernier cri, le malaxeur sur le comptoir, mais on veut retirer tout ça. Donc, finalement, on vient jouer dans les habitudes du quotidien des clients. Oui, Oui, hein? mais il faut leur expliquer pourquoi on le fait aussi. Parce Pourquoi que, qu'on le fait? tu sais, moi, j'arrive pas là avec mes gros sabots et dire on enlève ça, mais c'est des recommandations que je leur fais. Ouais. C'est pas des ordres qu'on leur donne. Ils sont maîtres chez eux, mais on le fait dans le but d'attirer des visiteurs pour faire Ouais. des belles photos. Le premier but, c'est de faire des belles Ouais. photos. Ouais. Et ça, je l'entends souvent des photographes. Ça paraît quand tu es passé, Josée. Ouais, c'est ça. Ma job est beaucoup plus facile parce que, ben, écoute, Oui. c'est prêt, là. Exact. Puis moi, j'ai une bonne idée de l'angle où le photographe va se positionner dans chacune des pièces. Donc ça, je prépare beaucoup pour les photos, mais pour les visites aussi. Et c'est des stratégies qu'on leur donne aussi. Je leur dis pas juste on enlève ça, mais tu sais, le matin, des visites, la veille, vous avez un appel demain pour des visiteurs qui viennent demain. Je leur donne des stratégies, comment s'organiser, parce que la vie continue. Tu sais, les gens ont des enfants. C'est un stress, hein? Je te dirais que c'est ce qui fait le plus peur aux gens. Comment je vais m'organiser, tu sais? Ouais. Le travail, les animaux de compagnie, les enfants, les jouets. Donc, moi, je vais pas seulement leur dire: «On va enlever ça, on va bouger ça», mais je vais leur donner des stratégies pour pouvoir continuer à vivre dans la maison entre les visites ou pendant la mise en marché. Maintenant, on parle de stress, mais en même temps, la vente d'une propriété, c'est pas toujours quelque chose d'agréable. Mmh. Donc, on doit s'ajuster. Non, parfois, c'est des successions, Oui. des séparations, des Oui. divorces. Oui. On a vraiment de tout, là. On a de tout. On a des moments joyeux, des moments moins joyeux. Oui. Maintenant, c'est comme je dis souvent, moi, en home staging, ça vaut la peine de jouer le jeu, selon moi. C'est qu'à un moment donné, jouer le jeu, ça veut dire, ben, je veux un peu me désapproprier la maison Mmh. afin de la rendre le plus neutre possible. C'est quoi les conseils les plus fréquents, Josée, que tu as à prodiguer ou que les conseils que tu vas peut-être dire, c'est vraiment juste des suggestions, mais si on avait quelque chose à faire, quels sont les éléments les plus importants? Mais il y a 3 grandes lignes là, qu'on suit en home staging. La première, c'est de dépersonnaliser la Ouais. maison. Puis je dis toujours aux gens, on essaie de vous effacer du décor. Ouais. On veut que ça devienne une maison à vendre plus que votre maison à vous qui est à vendre. Oui. Donc, tu sais, les photos de famille, les diplômes, les souvenirs de vacances, on enlève tout ça. Donc, ça devient une maison modèle, mais on est conscient que les gens continuent à vivre dans la maison. Donc, de dépersonnaliser la maison, ça, c'est gagnant. Oui. La deuxième, c'est de neutraliser le décor. Oui. Donc, on veut que le décor plaise au plus grand nombre d'acheteurs potentiels possible. Oui. Donc, parfois, on va suggérer de repeindre Ouais. parce que les gens ont décoré à leur goût à eux ou ça a été peint il y a une quinzaine d'années. On sait que, tu sais, Ouais. ça change au Ouais. fil des ans. Donc, on veut remettre la maison plus au goût du jour, mais on n'a pas toujours besoin de repeindre non plus. Ouais. Euh, Puis parfois, on va recommander de repeindre, pas non seulement à cause de la couleur, mais aussi une question d'entretien ou de Oui, prix, là, c'est ça? absolument. Oui. La peinture, c'est le meilleur investissement qu'on peut pas faire en préparant une maison. C'est ça qui coûte le plus cher Ouais. et ça nous permet d'offrir une maison qui est beaucoup plus clé en main. Oui. Quand la peinture est propre, les moulures sont propres, Ouais. c'est propre. Un tapis d'escalier. Oui. On fait changer souvent les tapis d'escalier. Hein? Bien, souvent, ils sont là depuis longtemps. Oui, puis on le voit plus. Non. Oui. Puis Josée, ce que je trouve drôle à l'occasion, on fait les visites avec les acheteurs. Et là, en fait, il y a un tapis d'escalier en tapis qui est abîmé. Là, les gens nous disent, ben, on va retirer le tapis, on va mettre des escaliers en bois franc. Donc, le calcul n'est pas le même. Alors que si on met un tapis neuf qui est bien entretenu, les gens vont descendre au sous-sol, ne passeront pas de commentaires. Exactement. Il y a toute une psychologie derrière ça. Oui, absolument. Absolument. C'est de là, en fait, l'importance d'expliquer aux gens pourquoi on fait ces suggestions-là. C'est pas tout le monde qui est toujours prêt non plus à adhérer à ça. Ou parfois, il y a un stress aussi de lié à dire, ben vous devez faire vos devoirs. Désencombrer aussi, c'est un élément. Ça, c'est le troisième. Oui, hein? C'est de désencombrer. Oui. C'est ce qu'on fait le plus souvent. On peut dire le terme désencombrer. C'est trop péjoratif. Non, Non? on est pur. On est pur. J'utilise beaucoup le terme remettre en boîte. Ah, Vous commencez à déménager avant même d'avoir vendu la maison. oui. Il va falloir le faire de toute façon. Oui. Le pacter pour déménager. Donc, c'est le moment de commencer à faire le tri, Oui. à donner ce qu'on ne veut pas déménager, vendre, Oui. jeter. Et on met ça en boîte et on épure. Parce que pour faire des belles photos en immobilier, il faut que ça soit épuré. Oui. On garde la déco. Oui. C'est tout.
Entre le moment où on vous appelle pour prendre rendez-vous, la préparation de la propriété, puis dire, ben, la maison, elle est prête, un délai moyen, ça peut ressembler à quoi? Ah, ça peut être quelques jours seulement. Oui. Ça dépend. Ça dépend s'il Ouais. faut repeindre ou il y a des petits travaux. Parfois, il manque une moulure de plancher. Il faut trouver quelqu'un pour Ouais. faire les travaux. Je te dirais entre 3-4 jours et 2 semaines. Oui. Tu sais, le temps de repeindre une pièce ou deux. Parfois, il faut magasiner Oui. des accessoires déco. On parle de peinture. Mhm. Une question qui me vient à la tête, c'est quoi la meilleure couleur actuellement qu'on va suggérer si on a à repeinturer une pièce? On a utilisé pendant longtemps les petits gris pâles, Ouais. les blancs. Le blanc, ça va. Un beau blanc chaud. Un blanc chaud, ça veut dire que c'est c'est pas un un- blanc beige, c'est un blanc Un blanc chaud, c'est un blanc plus crémeux. crémeux, hein? Les grèges Oui, sont très à la mode en ce moment. et sont neutres. Donc, c'est des couleurs pâles. Des couleurs pâles Oui. et qui vont avec tout. On peut Oui. mettre n'importe quelle toile ou cadre sur un mur et ça va faire. Est-ce qu'on va suggérer d'enlever beaucoup de cadres, reboucher les trous et laisser les murs vides? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme suggestion? Ben, il faut équilibrer ça. Oui. Donc, il faut avoir un point focal dans chacune des pièces. Donc, moi, j'ai une bonne idée, tu sais, où le photographe va se positionner pour prendre sa photo. Donc, il faut avoir une belle photo, comme on disait tout à l'heure. Mais aussi, quand on entre dans une pièce, Ouais. qu'est-ce qu'on voit en premier? OK. Donc, on va équilibrer ça. Il ne faut pas trop charger, Ouais. mais il ne faut pas trop que ça soit chargé non plus. Donc, c'est un équilibre qu'il faut aller Puis on atteindre. peut aussi récupérer des meubles dans d'autres pièces pour meubler d'autres pièces, hein? On le fait souvent. C'est ça. Parce Les, que les gens n'ont pas nécessairement ce réflexe-là. non, pas C'est du ça. tout. Deux choses. On veut redonner la vocation à chacune des pièces. Donc, on sait que durant la pandémie, il y avait des bureaux de travail dans les salles à manger, Et c'est- dans les coins de Ouais. cuisine, il y en avait partout. Les gens ont fait ce qu'ils pouvaient dans la situation. Maintenant, quand on revend, il faut toujours redonner la vocation à chacune des pièces. Donc, la salle à manger, c'est une salle à manger. On sort les bureaux, on sort les téléviseurs des chambres à coucher. Ouais. La chambre à coucher, c'est une chambre. Ce n'est pas un salon. Et tout. Donc, ça, c'est une approche qu'on prend souvent. Oui. Mais aussi, au fil des ans, les gens vont bouger les meubles dans la maison et puis ils s'en rendent plus Non, compte c'est ça, ça que devient de l'acquis. c'est ça. Oui. Donc, moi, je reviens. Si je, je leur dis souvent, je suis pour votre premier visiteur. Oui. Et moi, ben, écoute, c'est mon travail de préparer chacune des pièces. Et souvent, on va bouger des meubles de place. On va en enlever. Oui. Fait combien de temps, Josée, que tu fais ça? Une quinzaine d'années à Quinzaine peu d'années? près, oui. Est-ce que tu sens que ça a évolué? Oui. Oui. Ça a changé avec la pandémie, tu sais, Ouais. on avait moins besoin de repeindre. Mais là, on est revenu, on est sorti de la pandémie. Ça a évolué parce que les gens connaissent ça. Quand C'est j'ai ça. commencé, les gens disaient, c'est quoi ça, Ouais. du home staging? Il fallait que je leur explique. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de courtiers dans la région qui en faisaient. Ouais. Maintenant, ben, c'est pratiquement devenu un incontournable. Mais il faut dire aussi que le parc immobilier de maisons plus haut de gamme a augmenté aussi. Donc, de Ouais. plus en plus de propriétés 1 million et plus. 1 million et plus. Moi, je le dis souvent, les gens ont consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à construire ces propriétés-là. Parfois, ils mettent en vente trop rapidement. Puis là, on se dit, je pense que ça vaudrait la peine vraiment de consulter une professionnelle pour nous assurer que la mise en vente, que la présentation de la maison, elle est adéquate. Et là, souvent, c'est plus facile pour toi de prendre le relais et d'expliquer les petits travaux de finition, des choses comme ça qui devraient être faites. Ben oui, moi, je viens, puis tu sais, je peux prendre le temps avec eux. On prend une couple d'heures et puis Ouais. on fait le tour de la propriété. On se fait une liste de travaux à faire et de prioriser qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait Oui, et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine d'être fait. Parce qu'on ne veut pas en faire plus exact. pour rien. Tu Je comprends? comprends. On en fait juste C'est une assez. question de retour sur investissement un peu, Oui. mais en même temps, Josée, ça devient aussi difficile d'évaluer parce que, en fait, quand la maison se présente bien, que ça sent bon, en fait, ça va faciliter une transaction. Oui. Puis là, ben, ce qu'on dit souvent, de faire cuire des muffins, c'est pas juste pour le courtier, là, ça peut être l'odeur. Ça là. fait cliché, mais c'est vrai. Parce que ça fait des années qu'on l'entend. Moi, je leur dis, quand ça sent bon, l'hiver, on monte le chauffage une couple de degrés. Marché chauffant. Les gens sont en bas là, quand ils visitent le sous-sol. Souvent, on a marché dans la neige tout autour de la maison. Là. ça. Oui. Donc, il fait chaud, ça sent bon, on vient les chercher. Inconsciemment, là, on vient les chercher par les entrailles. Puis en même temps, contrairement à d'autres régions, parce qu'on voit souvent, même en Ontario, côté anglophone, les gens souvent vont vider la maison, louer des meubles. On voit ces choses-là
en fait très rarement ici au Québec, mais c'est toute une question de coutume. Du côté américain, souvent les gens vendent leur maison avec laveuse, sécheuse, Meublé. tout meublé. Oui. Alors, fait que finalement, dans votre domaine, c'est aussi de s'ajuster en fonction de la culture. Oui, absolument. Puis moi, écoute, moi, je suis habituée de travailler avec ce que j'ai sous la main. Oui. Puis parfois, on entre dans une maison, puis tu sais, je me gratte la tête, je me dis, bon, comment je vais m'y prendre? Puis on trouve toujours Une piste de solution. Absolument. On trouve Ouais. une façon de faire. On bouge des meubles, on en emprunte. Je dis aux gens, empruntez une lampe de c'est votre vrai. famille. Faites-vous une liste de bons amis, de familles qui ont des choses à vous prêter. C'est pour vendre la maison. C'est temporaire. Exactement. Ça vaut la peine. C'est vraiment intéressant ce que tu as nous partagé aujourd'hui, Josée. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu n'es pas juste une professionnelle en homestaging, tu en viens une professionnelle à la radio aussi, là. Josée Filion, professionnelle en homestaging de la compagnie Zest. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. Je te souhaite une bonne avant-midi. Merci. Vous écoutez le balado Les Dessous de l'immobilier en Estrie. Aujourd'hui, c'est le retour de mon ami, bonne connaissance, Denis Dussault, directeur de compte marché immobilier chez Desjardins. Salut Jean-François. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Ça faisait longtemps que je t'attendais. Tu es occupé pas mal? Pas mal comme toi. En passant, là, j'ai su que tu avais eu un honneur il y a quelques semaines. Ah oui? Ça que j'aimerais ça dire à tes auditeurs que Ben, merci. je te félicite parce que tu es une personne très humble. Ah. Qui l'a possiblement pas dit à personne. C'est que je souhaitais le souligner ici aujourd'hui. Ben merci, Denis. J'ai Plaisir. eu l'honneur d'avoir le prix au Québec chez Royal Lepage pour la personne, en fait, probablement qui essaie de faire bouger les choses. Puis probablement que l'émission de radio n'a pas nuit à cet honneur-là. Donc, Je suis content pour toi. c'est grâce à des candidats, des invités comme toi que je brille. OK. On va continuer. C'est quoi ton autre question? Hey, Denis, je veux qu'on parle, écoute, l'immobilier locatif résidentiel. C'est un sujet très chaud parce que, évidemment, on parle de pénurie de logement. Pénurie de logement, c'est pas dans de la maison de gamme, c'est souvent dans le marché locatif qui va venir. C'est une bonne partie de la construction du marché locatif qui va venir régler ces besoins-là. Évidemment, il y a toujours un coût de lié à ça. Toi, tu interviens dans les financements des constructions neuves et de la revente. Comment ça se passe actuellement dans le marché? Dans le marché présentement, je te dirais que les demandes qu'on a sont pratiquement juste sur l'immeuble à revenu locatif. Et on ne parlera pas de résidentiel ici aujourd'hui, on s'entend? Oui. Au niveau locatif, et c'est purement pour la construction. Oui. Locatif résidentiel. Résidentiel. Oui, OK. Et voilà. Ouais. On parle de 6 logements, 8 logements, de 30 portes, 50, 100 portes. Là, il y a beaucoup de densifications dans la ville présentement qui sont en construction. On voit la tendance, hein? Tout à fait. Oui. Qui n'est pas mauvaise non plus. Là. Il y a de la place encore. Oui. Il en demeure pas moins que tous ces financements-là sont montés avec un financement assuré avec la SCHL. Chose qu'on ne voyait pas du tout avant. Non, tu sais, avant la COVID, on va le dire, là, il y avait du financement soit conventionnel, c'est 25 ans, 75 de la valeur économique. Avec la SCHL, il y avait juste du 40 ans. Oui. On pouvait aller jusqu'à 40 ans d'amortissement. Ça va? Mm-hmm. Là, depuis la COVID, les taux d'intérêt ils ont été très, très bas en 2020. Puis après ça, en 2021, ça a monté. Et là, ça a monté. Oui. Là, ça a fait en sorte que les gens ne pouvaient plus acquérir de façon conventionnelle. Le prix de vente des immeubles déjà construits, eux autres, étaient trop chers pour acquérir, ce qui faisait que quand on le faisait en conventionnel, on finançait à 50 de la valeur. Oui. OK? Là, on est revenu plus avec la SCHL. Avec la SCHL, là, on a monté jusqu'à 50 ans d'amortissement. Ouais. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'à un moment donné, le souscripteur a décidé de mettre un programme qui s'appelle APH Select. Ouais. Et c'était pour favoriser l'abordabilité en premier lieu, ensuite de ça, l'efficacité énergétique et ensuite de ça, l'accessibilité. Ça fonctionne-tu? Ça fonctionne, sauf que la SCHL n'a pas atteint les cibles qu'elle désirait avoir après 2 ans. Je m'explique, c'est que le taux de location au niveau de l'abordabilité dans la ville de Sherbrooke, le taux de location moyen pour être abordable, c'est 815 $ par mois. OK. Tu n'as pas un constructeur qui va construire un immeuble locatif pour un 815 $ par mois. Ça ne fonctionne pas, hein? Fait que là, étant donné que ça ne fonctionnait pas, ça fait en sorte que les gens ont regardé l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça faisait en sorte que tu mettais de meilleures fenêtres, une thermopompe, plus d'isolants dans ton entretoit. Toutes ces choses-là faisaient que tu accumulais des points. Oui. Puis là, tu allais chercher exactement le même amortissement avec la même couverture de dette pour cet immeuble-là. Donc, les gens ont tassé complètement l'abordabilité. OK. Ça fait en sorte que les immeubles se louent
1300, 14, 2000, 3000 par mois. Ça commence avec beaucoup de dollars, là. Et voilà. Ouais. On est encore dans le même système aujourd'hui, OK? Il y a beaucoup de constructions qui sont sur l'efficacité énergétique. Construction neuve? Construction neuve toujours, OK. mais pas dans l'abordabilité. OK. Quand tu regardes présentement Sherbrooke, je pense qu'on en manque beaucoup de ces immeubles Ouais. au niveau de l'abordabilité, mais comme je viens de dire, c'est pas construisible avec ces sommes-là. En fait, il y a quand même un facteur à Sherbrooke actuellement, là, que le moratoire là, qui prive quand même une bonne partie du territoire développable d'être construit à cause des bassins versants, des eaux usées, combiné au plan nature qui est imposé, qui vient restreindre le territoire d'une façon incroyable. Comment c'est perçu par ta clientèle qui ont peut-être déjà des terrains, qui prévoyaient construire? Est-ce que tu as vu des projets importants d'envergure qui ont dû arrêter pour ça? Tout à fait. Ouais. Tu as beaucoup de gens, de ces promoteurs-là, des gestionnaires, des propriétaires de terrains Oui, qui avaient investi des centaines, sinon des des millions. millions de dollars Oui, c'est ça. pour leur projet. Avec des frais annuels épouvantables. Oui, Oui, pour lesquels ils continuent à payer des Ouais. taxes municipales. C'est correct aussi, là, Ouais. t'es imposé. mais- parfois même en double sur des lots vacants. Et voilà. Ouais. Là, ça fait en sorte qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Bien, ces gens-là, toutes ces économies-là, tous ces investissements-là, bien, ils doivent attendre pour un minimum de 2 ans. Je pense qu'il y a une règle qui dit que s'ils font une demande spéciale, ils peuvent peut-être passer à côté, mais je ne OK. rentrerai pas là-dedans, là, je ne connais pas toutes les On va être techniques. prudent, là. Mais il reste que il y a beaucoup d'argent qui a été investi. Il y a beaucoup de ces gens-là qui sont extrêmement déçus Oui. puis qui font en sorte qu'ils ne peuvent pas rien faire pour le moment. En fait, les gens qui écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas propriétaires d'un immeuble, qui sont simples locataires, ou les jeunes qui nous écoutent, qui sont chez leurs parents, qui éventuellement envisagent partir leur vie puis commencer dans un logement, bien, aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tous ces éléments-là vont faire exploser les coûts. Ils sont déjà explosés. Ils sont déjà explosés, mais Ça n'a même pas de bon sens. C'est vraiment... Puis ça n'arrête pas, là, ça Ouais. continue de monter. Là, le petit avantage qu'on vit actuellement, c'est que les taux d'intérêt ont commencé à ouais, c'est ça. OK? Ouais. Fait qu'à cause de ça, ben, ça aide un peu les promoteurs, les gestionnaires, les propriétaires, mais ça en demeure pas moins que les taux de location continuent à grimper encore. Parce qu'en réalité, Denis, on en parle souvent, mais c'est important de mettre le point, c'est que lorsqu'on finance un immeuble locatif, c'est la valeur économique. Oui. La valeur économique, c'est quoi, Denis? La valeur économique, c'est d'une explication simple, c'est un revenu Oui. avec laquelle on regarde quelles sont les dépenses qui sont imputées à cet immeuble-là. C'est quoi les dépenses? C'est la taxe municipale, scolaire, l'assurance, l'entretien. Il y en a un que j'oublie, peut-être l'entretien. Ouais. Je l'ai dit, concierge. Conciergerie. Frais de gestion. Oui, OK. Là, j'oubliais. Oui. Ça fait en sorte que on détermine une valeur, le revenu versus cette dépense-là avec l'hypothèque qu'on va appliquer. Puis les ratios, en fait, que vous allez appliquer en fonction des dépenses, c'est des ratios évidemment établis par la SCHL. Oui. En fonction de certains territoires où c'est uniformisé au Québec? Non, ça, c'est la question est excellente. Il n'y a pas de territoire, là, c'est vraiment, même si c'est au Canada. OK. Au Canada, OK. Oui, c'est au Canada. Ces positions-là, on appelle ça des taux normalisés. Oui. C'est vraiment par rapport au Canada. C'est sûr que la taxe municipale à Sherbrooke, c'est elle qu'on impute versus celle à Calgary, c'est pas la même. Là. OK. Mais en termes d'entretien et réparation, toutes ces petites choses-là, c'est tout normalisé. Fait que là, Denis, là, moi, mon père vend son immeuble, il fait son entretien là, au complet là, par lui-même. Il vend son immeuble, puis là, l'acheteur, il se fait imposer des pourcentages ou des sommes prédéterminées d'entretien, de gestion par unité de logement. Oui. Puis là, mon père dit, écoute, je ne vois pas pourquoi que la banque calcule ça. Là. Moi, j'ai toujours fait ça moi-même, mais il faut comprendre qu'il y a une dépense qui est établie dans le système. Oui. Puis même ton père va te dire, écoute, moi, l'entretien et la réparation, ça ne me coûte rien. La gestion, c'est moi qui ai fait. Ouais. Mais il faut tout le temps le calculer par rapport à un gestionnaire qui va avoir l'immeuble à sa portée, qui va avoir une responsabilité, Ouais. puis qu'il faut qu'il tienne propre, adéquat et selon les entretiens, les normes, toutes ces choses-là. Denis Dussault, directeur de compte marché immobilier chez Desjardins. Je vais te couper quelques instants pour une pause publicitaire. J'ai plein de questions pièges pour toi au retour. Merci. Merci. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Alors, nous sommes de retour avec M. Denis Dussault, directeur de compte marché immobilier résidentiel et commercial, je pense, hein, chez Desjardins. Oui. Merci, Denis, d'être là. On parle de financement pour nos immeubles locatifs, en fait, qui est quand même la seule piste de solution là, pour régler la pénurie de logements là, à court terme.
Écoute, on voit vraiment une effervescence là, des constructions. Là, on parle de 30, 40. J'ai même entendu du 160 logements qui vont se construire à Sherbrooke prochainement. Ouais. C'est nouveau, en fait. Euh, Autant de portes avec autant d'intensité. je te dirais que depuis 2 ans, Jean-François, on en fait beaucoup. Tu le sens déjà, oui. Puis, sans vouloir vanter des jardins, on finance plus de 80% de ces immeubles-là. Fait qu'on a pas mal de marché, on est au pouls de ça. Oui, Il y en a beaucoup. oui, Et il y en a beaucoup encore à venir. oui. Puis, on parlait un peu des moratoires tout à l'heure. Ouais. S'il n'y avait pas ça, là. Moratoire et plan nature. Là. Oui, exactement. Oui. C'est important de le préciser. Je peux te mentionner qu'il y a plein de projets sur la table. Ah oui, hein? C'est incroyable le nombre de projets en construction, en effervescence qui s'en venaient. Oui. Puis que là, ben, ça va stopper pour quelques temps. Là. Puis probablement que les terrains maintenant qui peuvent être construits, les prix vont augmenter. Ça ne baissera pas. Est-ce que, on parle de financement CHL, là, en fait, puisque les gens, pour ceux qui nous écoutent, qui ne comprennent peut-être pas l'ensemble là, avec le temps, là, moi je me souviens, au début des années 2000, personne finançait le CHL ou presque, là, les immeubles locatifs. Là. On ne voulait pas payer la prime, puis plein de bonnes raisons de ne pas le faire. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu la norme. Ouais. Parce qu'en réalité, c'est quoi les chiffres ne fonctionnent plus, les revenus ne fonctionnent plus en fonction du prix de vente pour un prêt conventionnel? Ben, je te dirais, première des choses, le tôt d'intérêt pour un conventionnel il est à peu près 1 à 1,5 plus élevé OK. que ton taux d'intérêt quand on le qualifie avec la SCHL. OK. Fait que les gens en partant, il y a une grande différence. Oui. Deuxième chose, c'est qu'en conventionnel, on finance à 75% de la supposée valeur économique Oui. avec un 25 ans d'amortissement. Oui. Et présentement, on n'est pas à 75, on est à peu près à 60%. Donc, vous accordez le financement, mais pas un pourcentage suffisamment élevé Exactement. par rapport au coût d'acquisition. C'est ça, c'est qu'il faut respecter une couverture de dette. Je comprends. La couverture de dette n'est pas la même en conventionnel qu'en assuré SCHL. OK. Tandis que quand tu vas avec la SCHL, le même immeuble, ta couverture de dette est plus basse, ton amortissement est beaucoup plus grand, puis ton taux d'intérêt est plus bas. Ouais. Fait que ça fait en sorte que même avec la prime, en fait, ta question, là, il faut aller plus loin. Vas-y. Si tu achètes un immeuble, si tu finances un immeuble avec la SCHL, tu as une prime que tu vas payer pendant 5 ans parce que le premier terme, c'est 5 ans. OK. C'est après que c'est payant. OK. OK? Et exemple, on dit n'importe quoi, là, supposons ton taux est de 3,6 pendant 5 ans, c'est excellent, tu as un financement de 2 millions. À la 6e année, là, quand tu vas renouveler, là, tu peux renouveler du 1 an, du 2 ans, 3 ans. Puis là, les taux d'intérêt sont bas. Là. Ouais. Ils vont être plus bas que le conventionnel. Retiens que c'est tout le temps OK. 1 à 1,5 plus bas. OK. Donc, à ce moment-là, c'est Parce là que tu demeures SCHL. tu demeures SCHL et c'est là que c'est payant. Là. Fait que la Comprends. prime, tu l'as payée, tu l'as absorbée, tout est beau. C'est quoi la prime? Combien? Yeah, ça peut varier de 60 000 à 1 million. C'est C'est ça, dépendant de ta bâtisse que tu vas construire. OK. OK? Je connaissais un peu les chiffres, là, mais je suis intéressé de dire qu'on donne. Ça peut être des très grosses sommes. Ça peut être des très grosses sommes. Ouais. Quand on parle de millions, c'est peut-être des 100, 200 portes. Là. Mais quand on parle de 8-10 portes, c'est peut-être 50, 60 000. OK. Sauf qu'il faut que tu la payes, cette prime-là, quand même. Oui. C'est Est-ce qu'elle est ajoutée au prêt? Exactement. Oui. Et c'est à la 6e année que là, c'est payant. OK. L'erreur de beaucoup de gens, c'est que rendu à la 6e année, ils décident de refinancer ce même immeuble-là. Ah. Fait que là, ils ne paieront pas la pleine prime, mais ils vont avoir encore une prime à payer. Tu vas me dire, ils vont aller chercher la liquidité pour en construire d'autres. C'est correct. Oui. Mais l'idée de ça, première, c'est vraiment de faire de l'argent puis de payer des taux d'intérêt plus bas plus tard. Parce qu'en fait, ce que les gens, dans le marché de l'immeuble locatif, en fait, Denis, on ne se le cachera pas, l'immeuble locatif, la game, c'est dans le financement. Oui. C'est juste ça. Carrément. Oui. C'est, dans le fond, de jouer avec les chiffres, avec toute la complexité. Oui. Puis en fait, c'est là probablement qu'il y a un tri naturel des investisseurs qui continuent puis d'autres qui abandonnent. En plein ça. C'est du long terme. C'est du long terme. Puis aussi, là, le type d'investisseur qu'on voit aujourd'hui, c'est que tu vas voir peut-être 1 ou 2 personnes qui vont faire la gestion. Oui. Puis ils vont s'allier avec des investisseurs passifs Oui. qui ont des sous. Puis que pour eux autres, c'est de diversifier leurs risques. Exact. Donc, ils donnent, on parle de professionnels là, un petit peu plus aisés, Oui. puis qui donnent l'argent à ces gens-là, qui en ont confiance, puis qu'au bout de 5 ans, ils vont arriver aussi avec un pourcentage là, plus élevé que s'ils l'avaient mis en bourse. Oui.
puis qui est plus sûr C'est aussi. une façon de diversifier, en fait, ses actifs Exactement. sans avoir à gérer tout ça. Exactement. Ça, c'est quand même assez commun. Là. Il y a quand même beaucoup de groupes qui le font. Je te Là. dirais depuis une vingtaine d'années, c'est comme ça. Ah oui, c'est C'est ça. Jean Rochelbourg qui a parti ça, qui a eu une excellente Ouais. idée. Puis ça fait de boule de neige, puis maintenant, presque tous les gens sont comme ça. Ça se fait partout, en fait, au Québec. Tout à fait. Partout, en fait. C'est probablement une idée qui a été copiée des États-Unis ou quoi que ce soit, mais c'est des regroupements, en fait. Puis, Puis ça. euh, Tu sais, le même gestionnaire, là, il va avoir un groupe de 3 personnes. Après ça, il va avoir un groupe de 13. Après ça, un groupe de 2. Mais c'est tout le temps le même gestionnaire qui fait la gestion de tous ces immeubles-là. Fait qu'à un moment donné, lui, il peut se ramasser avec 600, 1000 portes, même, Ouais. à faire la gestion. Ouais. C'est très payant. Donc. En fait, l'idée là-dedans, c'est, puis en même temps, pour ceux qui sont passifs, de profiter de l'expertise des gens qui sont sur le terrain, parce que pour de vrai, c'est pas donné à tout le monde. Non, pas du tout. Puis on parlait de financement CHL, puis ça peut être un labyrinthe de se rendre à terme là-dedans, parce que les conditions d'admission sont quand même pas simples. C'est pas facile. Pas Je te facile. dirais, nous autres, on est 6 directeurs de compte chez nous. Oui. On se questionne à tous les jours. À tous les sur dossiers. presque tous les dossiers. Oui. Il y en a, c'est facile, là, quand tu l'as déjà fait 2, 3, 4, 5 Ouais. fois, c'est correct, mais la SCHL apporte des correctifs ou des modifications très souvent. Ça fait en sorte qu'il faut que tu maîtrises ces normes-là. C'est pas toujours facile. En cas, Denis, tout le monde nous partage ça. Même à toutes les fois qu'on a des jeunes investisseurs qui prévoient, en fait, commencer un parc immobilier, on les rencontre. Parfois, il peut y avoir 14-15 mois qui s'écoulent entre les premières recherches et les premières acquisitions. Puis les normes ont changé entre-temps. Ouais. Alors, il faut vraiment être capable et être apte à s'ajuster là-dedans. Mais en même temps, on encourage les gens, en fait, à construire parce que ça va régler un problème de société important qui est la pénurie de logement, qui est une réalité qu'on voit. Une réalité qui est triste, mais qu'il faut vraiment s'en occuper. Puis je pense que la SCHL est en train, justement, de réviser certaines normes. Oui. Quand est-ce qu'ils vont y arriver, on ne le sait pas. Mais ils nous ont déjà mentionné qu'ils révisaient certaines normes pour essayer d'amener une plus grande abordabilité. C'est ce qu'on a besoin. Est-ce que tu as senti un peu d'inquiétude ou de stress de tes investisseurs avec ce qui se passe avec nos amis du Sud? Pas encore. Pas encore. Non, ce serait mentir de dire le contraire, OK. mais pas encore. Ben écoute, je pense que ça se fait pas sentir partout. Je pense dans l'industriel et tout ça, peut-être un peu plus, là, mais Ouais. au final... Dans le commercial industriel, peut-être, là, puis même, je te dirais, proche. Là, on est quasiment Oui, prêt, c'est ça. mais pas dans le résidentiel encore. Denis Dussault, directeur de compte marché immobilier chez Desjardins. Oui. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. Ça fait plaisir. Toujours intéressant. Je te Et souhaite voilà. une super bonne avant-midi. T'es super fin. Merci. Bye bye. Bye. Vous écoutez le balado Les dessous de l'immobilier en Estrie avec Jean-François Bérubé. Alors aujourd'hui, nous sommes avec M. Alexandre Carboni, auteur du livre Amuse-toi, en fait, qui est disponible depuis le 25 mars. Bonjour Alexandre, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Oui, grosse étape dans ta vie, ça, la parution de ton livre? Oui, très grosse étape, un rêve qui devient réalité. Donc, c'est un projet qui me tenait à cœur, là, sur lequel j'ai travaillé dans la dernière année. Excellent. En fait, en réalité, on est, je pense, l'essence du livre, c'est acheter et gérer un plex, une aventure à ta portée. C'est bien ça? Tu veux un peu démystifier tout ça? Oui, c'est vraiment apporter un aspect plus de storytelling en immobilier. Je trouve que les gens, ce qui existe présentement, c'est très éducatif, sans un conseil ou plusieurs étapes. Donc, je voulais plus avoir une approche pas romancée, là, mais qui se rapproche des anecdotes que j'ai vécues, puis que les gens puissent avoir du plaisir à apprendre sur l'immobilier. En même temps, Alexandre, tu sais, je regarde le livre, là, composé avec des humains, là, parce que la gestion d'un immeuble locatif, c'est d'abord et avant tout gérer des humains. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose que j'ai appris qui n'était pas clair pour moi au début. Puis finalement, la relation locataire-propriétaire, là, d'avoir une belle relation, c'est essentiel pour avoir du succès. Puis il faut se préparer, il faut s'outiller pour ça, pour réussir à s'amuser en immobilier. En fait, tu es propriétaire d'environ 6 immeubles depuis une quinzaine d'années. Début quarantaine, Alexandre? Fait que tu as quand même un bon parcours. Tu as quand même du bagage pour ton jeune âge. Oui, j'ai du bagage. Puis je tiens quand même à dire que ça reste un projet à temps partiel. Là. Je suis salarié, donc c'est quelque chose qui est quand même accessible à tout le monde là, d'investir en immobilier. Tu n'es pas obligé de te lancer là-dedans temps plein. Avec les années, un immeuble à tous les 3 ans, à tous les 5 ans, puis soudainement, tu te retrouves avec un parc plus grand que tu aurais pu croire. C'est drôle parce que je vous le disais, un petit passage, c'est marqué « Pensez
tu aurais pu te payer 2 croisières plutôt qu'un drain français. Ça m'a fait sourire, ça. Oui, puis ça m'est arrivé pour vrai, j'en parle dans le livre. Je suis arrivé à un moment, après 10 ans, où j'avais de la liquidité disponible. Je commençais à regarder comment me récompenser avec ça. Puis finalement, il est arrivé une pluie diluvienne, il y a eu une grosse inondation. Puis j'en parle, là, c'est pas si pire que ça. Là, tout finit bien là, dans mes histoires, mais donc j'ai un beau drain français maintenant dans un des immeubles. Puis j'ai pas fait de croisière cette année-là. Mais en même temps, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce qu'un jour, à la revente, ça sera un élément favorable. C'est drôle que tu en parles, c'est exactement ça l'angle de ce chapitre-là, de faire la différence entre des dépenses et un investissement. C'est comme ça qu'on peut arriver à avoir une retraite décente, c'est d'avoir des dépenses, des projets qui gardent leur valeur ou qui prennent la valeur versus ceux qui valent absolument plus rien après un certain nombre d'années. Ça va faire la différence entre une belle retraite et une moins belle retraite. Tu as acheté ton premier immeuble en quelle année, Alexandre? C'était en 2009, wow. Puis j'ai fait ça avec un couple d'amis parce que j'avais pas assez de mise de fonds. Donc, eux avaient une mise de fonds. Eux étaient encore aux études, il y avait des bourses. Moi, j'avais un emploi dans une institution financière. Donc, les deux ensemble, ça nous donnait un dossier de crédit acceptable. Et puis, j'en parle dans mon livre. Là, en 2009, on pourrait croire que c'était facile à acheter, mais je vous le dis, j'étais stressé. Je trouvais que les immeubles étaient mal entretenus. Je me demandais si c'était la bonne décision. Puis c'est sûr que là, maintenant, en 2025, là, j'ai aucun regret là, par rapport à ça. C'est intéressant ce que tu dis, Alexandre. J'ai commencé dans le courtage immobilier en 1998. Les immeubles se donnaient. Un 30 logements, on payait ça 225 000 $. Personne n'en voulait. Le taux de vacances était de 20 %. Les revenus ne comblaient pas du tout le remboursement de la dette. On pouvait acheter des immeubles en assumant les hypothèques. Donc, pour ceux qui nous disent « on sait bien, vous autres, c'est facile dans votre temps », mais il y a toujours des enjeux, peu importe la période. Toujours des enjeux, exactement. Puis même en 2009, ça faisait 3-4 années de croissance du marché immobilier. J'étais sûr que j'achetais dans le plus haut de la bulle immobilière. Donc, c'est souvent ça qui est difficile en immobilier, c'est de se lancer. Puis, je pense que mon livre va aider justement à se convaincre, à apprendre à se connaître, à comment bien commencer, puis comment avoir du plaisir dans le processus. Comment bien conjuguer un travail à temps plein, propriétaire de plex, père de famille, ça doit être quand même tout un défi? Ben c'est sûr que ça prend une bonne capacité de concentration là, pour passer d'un sujet à l'autre. Mais concernant un emploi à temps plein puis l'immobilier, ça se conjugue mieux qu'on pourrait penser parce que quand tu as besoin d'intervenir, c'est souvent lorsque les locataires sont sur place. Les locataires travaillent de jour, donc c'est le soir de semaine ou les week-ends. Donc, conjuguer ça avec un emploi, je trouve que ça se fait très bien. C'est pourquoi je pense que c'est un bon investissement à avoir pour sa retraite. C'est sûr que côté familial, c'est toujours bien d'avoir un conjoint, une conjointe là, qui te supporte là, quand tu te lances dans un projet comme ça. Intéressant. On parle que ça peut être intéressant dans le but d'une planification de retraite. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être avancé un peu en âge, est-ce que tu aurais des conseils à donner? Est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'il n'est jamais trop tard? Comment tu vois ça? Ben, moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Dans mon livre, j'ai fait une projection sur 10 ans, puis avec l'espérance de vie maintenant, il n'y a pas de raison de ne pas commencer même à 70 ans d'investir en immobilier. Donc, c'est vraiment plus une question d'intérêt personnel qu'une question d'âge, je dirais, à ce niveau-là. Toi qui as commencé quand même en jeune âge, est-ce que tu as l'intention éventuellement de faire d'autres acquisitions? Oui, moi, je réalise que j'ai beaucoup plus de plaisir à investir en immobilier qu'à mettre de l'argent dans mon CELI. Donc, tu sais, moi, mettre de l'argent dans mon CELI puis le regarder monter, descendre, bon an, mal an, ça m'endort un peu. Acheter un nouvel immeuble, faire des travaux de rénovation, développer des relations avec les locataires, essayer d'améliorer l'état de la bâtisse, ça, par exemple, ça me stimule beaucoup.
Donc oui, selon ma capacité financière, j'aimerais ça, au cours des prochaines années, là, continuer à grandir mon parc. En fait, le livre est vraiment intéressant parce que je vois qu'on vient quand même vulgariser certains principes là, ou parfois des mauvaises perceptions. Tu sais, je lisais un extrait, tu disais être perçu comme un capitaliste sauvage ou comme un concierge. Je comprends ce que tu veux dire. T'as senti ça, toi, dans tes débuts? Il y a beaucoup de surprises en immobilier, je pense que j'ai appris, puis que je parle dans mon livre. Là, j'ai une section là, sur tous les faits insoupçonnés, les défis insoupçonnés. Donc, la perception de ton entourage, quand tu commences à avoir des investissements locatifs, ça commence à changer. On te voit comme un capitaliste, c'est sûr. Les locataires aussi ont l'impression que c'est une arnaque là, de payer un loyer. Donc, faut faire avec ça. Je pense par contre que la plupart du temps, là, c'est toujours possible d'avoir des belles solutions avec les locataires. Puis j'en parle dans mon livre, d'avoir l'immobilier, c'est un terrain fertile pour avoir des ententes collaboratives, puis trouver des solutions qui vont plaire à tout le monde. Puis je voulais démystifier ça un peu, là, cette collision-là entre propriétaires, locataires. Je pense que sur le terrain, là, il y a moyen d'être meilleur, puis il y a moyen de bien faire les choses. Fait qu'en réalité, le livre là, vient un peu simplifier ou du moins mettre en contexte certaines difficultés que certains propriétaires peuvent avoir avec leurs locataires. En même temps, moi, j'ai des gestionnaires d'immeubles locatifs que je connais bien. Pour certains, la relation locataire-locataire est facile. Pour d'autres, c'est plus difficile. Donc, je pense que tout le monde, il faut qu'il mette du sien pour s'assurer d'avoir une bonne collaboration. Oui, exactement. Dans la plupart du temps, ça va très bien. Il y a toujours des cas d'exception. J'en parle dans mon livre. Puis, quand on y met du sien, quand on est à une belle posture d'ouverture, là, ça se passe toujours bien. Puis, tu mentionnais le livre, il y a vraiment un aspect de vulgarisation sur lequel j'ai mis beaucoup d'efforts parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait s'intéresser. Puis, un aspect de storytelling, là, donc vraiment des anecdotes, des histoires. Ça se lit super bien, puis il y a vraiment une approche humoristique là, que je suis sûr qu'il va vous faire rire là, au cours de votre lecture. C'est intéressant, puis tu parles aussi là, quel immeuble locatif vous convient. Je pense qu'il y a autant de types d'immeubles locatifs que de profils d'investisseurs. Donc, pour ceux, en fait, qui sont au début de la réflexion, je pense que c'est un livre intéressant qui est, en fait, disponible depuis le 25 mars. On peut le retrouver où, Alexandre, le livre? Oui, disponible dans les Renaud-Bré depuis le 25 mars. Excellent. Écoute, je vais te souhaiter bonne chance. C'est vraiment intéressant. Puis pour ceux, en fait, qui veulent un peu une photo de ce qui se passe sur le terrain, je pense que c'est une excellente lecture que vous pourriez avoir. Alors, Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à l'émission. En espérant, que le marché immobilier soit aussi favorable pour vous pour les prochains mois. Oui, merci beaucoup, Jean-François. Bon avant-midi. Merci à toi. Merci. C'est déjà ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Ça fut un plaisir d'avoir eu l'opportunité d'échanger avec mes merveilleux collaborateurs, Mme Josée Filion, M. Denis Dussault ainsi que Alexandre Carboni. Je tiens à remercier mon ami Gilbert à la console. N'oubliez pas qu'en tout temps, vous pouvez réécouter l'émission Les Dessous de l'immobilier en Estrie ou encore les partager avec vos proches en allant sur le site du 1077 Estrie dans la section rattrapage ou via l'application Cogeco sous la section balado. Si jamais vous avez envie de m'écrire ou des commentaires, des questions, voici le courriel imoestrie@cogecomedia.com. On se retrouve samedi prochain dès 11h pour un nouveau segment des Dessous de l'immobilier en Estrie, alors que je vous laisse au bon soin de mon amie Priscilla Quirion qui vous accompagnera cet après-midi avec les classiques 80-90. Bonne fin de semaine tout le monde. Les Dessous de l'immobilier en Estrie, une présentation de Cher au vent, créateur de votre extérieur depuis 1981. Rattrapez l'émission en balado au fm1077.ca.